C'est qu'il y a aussi à lire une capacité à monter un projet, à le vendre et à le mener. Et donc là, on se rend compte très facilement qu'on ne fait rien tout seul. Il n'y a pas plus accompagné qu'un solitaire. On nous voit sur le bateau partir tout seul, mais bon, sauf qu'avant, le bateau, il existe parce qu'il y a un projet, parce qu'il y a des partenaires, il est prêt parce qu'il y a une équipe. Au-delà des difficultés physiques, on voyait qu'il y avait aussi une vraie détresse morale. Et ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup touché avec Victorien, alors que ni lui ni moi avions une histoire avec la sclérose en plaques. C'est juste un témoignage qui nous a fait ouvrir les yeux sur cette pathologie-là. En effet, 4 ans après, j'ai pris le départ de ma première route du Rhum en tant que participant, et où j'ai fait 2e. Je réédite en 2018, je fais 3e. Et donc là, en 2022, j'étais parti pour faire mieux que les fois précédentes. Et je chavire au moment où je suis en tête. Donc au niveau ascenseur émotionnel, il s'est quand même passé pas mal de choses. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Ce podcast ne veut pas parler de nous, et non, mais plutôt de notre communauté. Vous savez, ces 300 personnes, investisseurs, entrepreneurs, experts et j'en passe, qui constituent la pierre angulaire de notre mission, co-construire le monde de demain, ou en d'autres termes, Build a City for Good. Aujourd'hui, et comme d'habitude, nous sommes 3 autour de la table. On a Paul, investisseur chez Daphne. Salut Paul. Salut Sophie. Et on a notre invité, un invité qui a battu le record de la traversée de la Manche en solitaire en 6h08, un invité qui a terminé 3e de la Route du Rhum 2018, et un invité enfin qui a terminé 2e de la Transat Jacques Vabre en 2019. Un invité qui nous arrive tout droit de Bretagne, Thibaut. Salut Thibaut. Bonjour Sophie, bonjour Paul. Merci Salut d'être Thibaut. avec nous. J'ai évoqué un peu tes succès et ton parcours, mais est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs ? Alors donc Thibaut Vauchel, qui est né dans le monde du cheval, qui a grandi en Guadeloupe, où l'activité nautique l'a très vite passionné. J'ai l'impression de parler comme Alain Delon, mais pas. Je parle de moi à la 3e personne. Magnifique. Ouais, donc beaucoup de navigation, et qui me fait dire à chaque fois que ça fait 35 ans que je navigue. Donc là, je prends un petit coup de vieux à chaque fois que je fais le calcul. Et depuis 10 ans, je mène un projet aussi passionnant que motivant et vibrant, qui est le défi voile solidaire en peloton. Et c'est un projet qui est autour de la course au large, que je pratique, mais en avant une cause qui aide à la recherche sur la sclérose en plaques. Donc j'ai voulu donner une utilité à la passion que j'ai la chance de vivre. Et ça m'a offert donc un nombre, je crois que je suis pas loin d'une dizaine de transatlantiques, en équipage, en double, en solitaire. Quelques beaux résultats, et toujours beaucoup d'envie à en vivre d'autres. Et donc, tu es tombé dans le monde de la voile quand tu as grandi en Guadeloupe. J'ai eu ma première expérience voile en Bretagne, en vacances chez mes grands-parents. À l'époque, je vivais déjà en Guadeloupe, et quand j'ai fait ma rentrée, donc, j'étais tout juste en CM2, je crois, ou CM1, et donc c'est devenu mon activité à l'année, ce qui là-bas est plutôt facile, quand il a fait entre 25 et 32 degrés toute l'année, avec l'eau qui est pas moins chaude que l'air, ou pas plus froide que l'air non plus. C'est assez facile. J'ai lu sur Internet que tu étais aussi un chasseur de vagues. Chasseur de vagues, oui, j'ai fait pas mal d'heures en transport en commun en Guadeloupe avec ma petite planche de bodyboard sous le bras pour aller surfer là-bas, pas mal. Et tu as été chasseur d'appart aussi à un moment. Petite parenthèse immobilière. Ouais, j'ai eu un petit break dans ma pratique de professionnel du nautisme, soit en tant que navigant, ou en tant que commercial, ou en tant que technicien. À un moment donné, j'ai voulu faire que du sportif, et projet n'aboutissant pas, je me suis retrouvé par hasard à devenir agent immobilier pendant 3 ans à Rennes. Le temps de me dire que c'était une très belle expérience, mais que c'était pas celle qui me plaisait le plus. Donc je suis reparti tenter ma chance dans la course au large. Et comment t'es arrivé du coup à faire du côté sportif ton métier ? Parce que j'étais toujours aussi passionné. J'ai aussi multiplié les expériences avec différents skippers, connus, moins connus, ou des gens qui faisaient partie de mon cercle d'amis, de bons potes. Et à force de naviguer, de rendre service, de découvrir, de régater, d'apporter ce que je savais faire, voilà, je me suis à la fois forgé une expérience assez variée, et ce qui m'a rassuré dans ma capacité à pouvoir le faire. J'étais
été un petit peu long au démarrage parce que j'étais pas à rêver de faire comme ceux que je regardais faire. Ils font là, en plus, moi, en ayant grandi en Guadeloupe, les routes du Rhum, moi, je les vivais à leur arrivée. Même je séchais les cours pour aller voir les arrivées quand j'étais au collège. Mais c'est pas pour autant que je me voyais le faire. Et c'est les expériences qui m'ont amené à me prouver que même si j'étais un bon ragatier, que je savais naviguer, mais faire du catamaran de sport le long des côtes en rentrant tous les soirs à terre et de profiter d'un vrai confort, c'est pas la même limonade que de mener un bateau au large, parfois tout seul, de nuit, plusieurs jours, c'est pas le même exercice. J'ai tendance à comparer. On va pas demander à Usain Bolt, qui est une maudite star quand même du sprint, on le verra pas sur l'UTMB par exemple. C'est la course à pied, mais c'est pas le même sport. Lewis Hamilton, pas dit qu'on voit sur le Dakar. Donc voilà, c'est du sport automobile, mais c'est pas non plus le même sport. Et donc moi j'étais un peu dans cette démarche-là et j'ai voulu me donner des occasions de découvrir, de me rassurer et de construire petit à petit mon envie de faire autre chose et d'aller voir l'île qu'il y avait en face ou la rive qu'il y avait en face, ou la côte plutôt, parce que je n'étais pas en rivière non plus, et de mener des bateaux de plus en plus grands avec de moins en moins de monde à bord, jusqu'à être tout seul à traverser l'Atlantique. Et c'est marrant parce on va parler de la route du Rhum, j'imagine, mais ce qui fascine surtout dans ton univers, l'univers des coureurs au large, c'est que vous êtes justement tout seul sur un bateau. Et ce que tu dis, c'est ce qui t'a mené à être tout seul sur un bateau, c'est le collectif, c'est partager avec les gens, c'est de rendre des services. Et en fait, que t'es pas, on parle de course en solitaire, mais en fait, c'est très très loin de ça. C'est très très loin de ça, et justement dans le processus dans lequel j'ai décrit d'expériences qui m'ont mené à dire oui, j'ai vraiment envie, parce que c'est pas le tout de dire que rêver faire des gros bateaux, il faut en faire non plus son métier et sa vie. C'est qu'il y a aussi à lire une capacité à monter un projet, à le vendre et à le mener. Et donc là, on se rend compte très facilement qu'on ne fait rien tout seul. Il n'y a pas plus accompagné qu'un solitaire. On nous voit sur le bateau partir tout seul, mais bon, sauf qu'avant, le bateau, il existe parce qu'il y a un projet, parce qu'il y a des partenaires, il est prêt parce qu'il y a une équipe. Et là, en l'occurrence, en plus en multicoque, même quand on est tout seul sur son bateau, on est en correspondance quotidienne, même plusieurs fois par jour, avec un routeur, grâce à qui on va définir une stratégie de route et voilà la route la plus rapide possible pour aller sur la ligne d'arrivée. Donc, et en plus de ça, nous, on y a rajouté une dimension solidaire, c'est qu'on a beaucoup d'interactions avec notamment le monde de la sclérose en plaques, qui est autant lié aux patients, et ça en très grande majorité, leurs accompagnants de vie, les conjoints, la famille, mais aussi les soignants, les chercheurs, les neurologues. Et là, on se rend compte que quand on met cette dimension solidaire et humaine dans un projet, c'est un sourcing en énergie qui est énorme. Est-ce que tu peux du coup nous refaire un peu la genèse de ta rencontre avec la sclérose en plaques et comment en fait tu as réussi il y a 10 ans à monter tout un projet autour de ça? Alors, il y a le point de départ, ça a été des retrouvailles avec un de mes concurrents de voile légère et très bon ami, Victorien Russard, qui lui avait déjà fait l'expérience de la course au large en multi 50 à l'époque. Il avait fait 2 Jacques Vabre et une route du Rhum, et qui voulait repartir sur un projet au moment où moi je voulais retourner à la voile, et donc j'ai démissionné de mon métier d'agent immobilier pour me le lancer avec une complète, on va dire, complète liberté, pas de vie conjugale, pas d'enfants, et plus de prêts sur le dos. Donc là, je pouvais aller m'assumer tout seul et partir. Donc il y a eu cette rencontre-là et puis cette petite audace. Et puis là, le versant solidaire du projet, il est venu sur une rencontre et une discussion qu'on a eue avec des amis qui nous témoignaient de de la difficulté que eux vivaient en tant que proches, mais aussi de nous décrire la difficulté que vivaient leurs sœurs atteintes de sclérose en plaques. Donc au-delà des problèmes physiques, sur la perte de certaines facultés motrices ou d'équilibre ou du système nerveux général en général, mais c'était aussi l'isolement social, c'était les difficultés dans la vie de famille, les difficultés même qu'il pouvait y avoir dans sa vie conjugale, et la mise au placard professionnel qui découlait derrière tout ça.
Et donc là, au-delà des difficultés physiques, on voyait qu'il y avait aussi une vraie détresse morale. Et ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup touché avec Victorien, alors que ni lui ni moi avions une histoire avec la sclérose en plaques. C'est juste voilà, un témoignage qui nous a fait ouvrir les yeux sur cette pathologie-là, que je connaissais un petit peu, mais on ne se rend pas compte de l'impact que ça a dans la vie des gens et de l'entourage. Et l'autre chose aussi, c'est quand on s'intéressait aux chiffres de la sclérose en plaques. Donc c'était donc en 2000, on a réfléchi à ça en 2011. Et les chiffres, c'était 70 000 diagnostiqués en France, 3/4 sont des femmes. Maladie invalidante, dégénérative. Personne ne peut dire moi jamais, et personne n'en parle. Donc on s'est dit, nous on va donner une utilité à notre projet qui est de vendre de l'image, et autant la proposer cette lumière à ceux qui en manquent. Et c'est parti comme ça. Et c'était pas plus facile d'aller chercher, un peu comme la majorité de la flotte, un sponsor qui veut avoir son nom en grand sur la voile, plutôt que d'allouer finalement une cause qui vous a touché avec Victorien, un projet de l'autre côté qu'il faut aller financer et qui est pas facile à créer en partant de zéro, et tu vois, de te dire on va se rajouter finalement une barrière supplémentaire, mais parce que on pense vraiment que ça peut bénéficier à cette cause. C'est vrai que le schéma classique, et en plus, c'est que la voile a cette particularité avec le vélo, c'est que le nom du projet, c'est le nom du financeur. Ce qu'on ne trouve pas dans d'autres sports. Ou dans le sport automobile avec l'équipe Red Bull et compagnie. Mais non, c'était de se dire... alors c'est sûr, c'est une forme de confort que d'avoir un financeur, mais l'expérience nous a aussi montré que ça rendait les projets assez vulnérables. Un financeur principal, s'il décide d'arrêter, il y a derrière, c'est un gouffre, c'est un vide, et c'est compliqué. Donc il y avait aussi se dire qu'en multipliant les partenaires, on avait plusieurs atouts derrière. C'était que s'il y en a un qui part, ça ne faisait pas un gouffre. Et que l'avantage aussi derrière, c'est qu'en multipliant le nombre de partenaires, on allait aussi donner de plus en plus d'écho à la cause que l'on porte. Donc quand on a des dizaines d'entreprises qui nous soutiennent, c'est une dizaine de réseaux, de canaux qu'on ouvre pour parler sclérose en plaques, et de ne pas juste s'intéresser à une marque alors qui peut être très grand aussi, mais qui peut être assez limité. Plus on a de partenaires, plus on a de canaux pour faire passer le message autour de la sclérose en plaques. C'est aussi autant d'occasions de toucher des personnes qui sont concernées par la sclérose en plaques. Et d'ailleurs, c'était très surprenant, parce que quand on a dévoilé le projet, on a des gens de notre entourage, Victorien et moi, qui nous ont contactés pour dire ma femme a la sclérose en plaques, ma fille a la sclérose en plaques, mon oncle a la sclérose en plaques. Et c'est des gens qu'on pouvait côtoyer, et on l'a jamais vu. Donc c'était aussi une occasion de multiplier l'occasion de multiplier du coup les occasions d'avoir cet écho, ce retour, et de toucher davantage de monde. Et aussi notre intérêt, c'était pas de fermer la porte à des entreprises qui n'ont pas des capacités financières énormes, de ne pas les priver de pouvoir entrer dans un projet qui a de la gueule. Là, aujourd'hui, on est sur un trimaran de 15 mètres avec la Catégorie de Ocean 50 qui participe aux grandes courses, type Jacques Vabre et Route du Rhum. Aujourd'hui, en plus, depuis 3 ans, on a ouvert un circuit qu'on appelle le Pro Sailing Tour. Et ça peut paraître élitiste que de rentrer dans cet univers-là. Et là, nous, on a trouvé un système pour pouvoir, n'importe quelle entreprise, d'avoir l'occasion de se rattacher à un projet, de faire une communication interne autour de ça, mais aussi en y valorisant un message. Et se rendre compte que communiquer pour une entreprise, ce n'est pas que faire de l'ostentatoire, c'est de raconter une histoire en interne avec ses collaborateurs et son réseau d'entreprise, ses fournisseurs, ses prestataires, ses clients. Et on en est ravis, finalement. Alors c'est un boulot énorme, parce que nous, on se retrouve du coup comme on n'a pas de partenaire titre qui fait toute l'activation avec ses outils de communication et ses équipes dédiées à ça, nous, on fait un projet qui est prêt à communiquer, où on transmet les goodies, on transmet des outils de communication, les images, les créations graphiques, la charte graphique. Et c'est vrai qu'un artisan n'a pas forcément la même capacité, par exemple chez Daphni, d'avoir on va dire des personnes qui sont dédiées à la communication et pour qui c'est un temps plein
Du coup, il faut qu'on sache donner des outils pour que nos partenaires aient tout de suite de quoi relayer l'actualité sur le projet et se donner les moyens de valoriser leur partenariat avec notre charte graphique, nos créations graphiques. Et est-ce que tu aurais des actions, des exemples d'actions concrètes qui ont été mises en place depuis le lancement et de l'impact que ça a eu? Oui, alors il y en a eu pas mal. Alors, je m'excuse d'avance pour ceux que je ne pourrais pas citer, mais là, je me rappelle, on a eu un deal avec Groupon en 2015, alors qui, eux, avaient fait le deal, c'était qu'ils relayaient l'actualité du projet sur leur homepage, et avec un bandeau qui motivait à faire un don d'un montant de 13 € de mémoire à la fondation. Et ça, pendant toute la durée de l'attentat de Jacques Vabre, qui avait duré 2 semaines et demie. Et résultat de l'opération, si je ne me trompe pas, je crois que c'était plus de 12 000 € qui ont été collectés comme ça. On gagnait en visibilité et il y avait l'association au don. Et derrière, il y avait une répercussion directe sur l'aide à la recherche à sclérose en plaques. Un fournisseur de filets, donc le Multico, qui a pas mal de mètres carrés de filets ou de trampolines. Et donc, pareil, ils avaient fait une opération commerciale, c'est que pour tout achat d'au moins 200 €, 5 € étaient consacrés directement en cagnotte pour la fondation ARCEP. Résultat de l'opération, on était à plus de 7 000 € collectés sur la durée de la Jacques Vabre 2019. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu aussi BNB Hotel qui, en travaillant avec un atelier de réinsertion ou de travail en adulte en difficulté, on leur a fourni une vieille voile du projet, du bateau, et qui a été convertie en petit berlingot textile, en petite poche, et donc était vendue comme goodies sur le stand du projet sur la route du Rhum. Et là, on a récupéré plusieurs centaines d'euros comme ça. Donc voilà, et en plus, voilà, pareil, on a aussi une motivation. Par exemple, dans les halls d'hôtel de BNB, il y a des totems qui valorisent leurs 3 partenariats sportifs. Il y avait le foot, le vélo et la voile. Et donc à chaque fois, il y avait aussi un relais pour motiver les clients à faire un don avec un système de QR code. Voilà, on fait pas mal de choses comme ça. Donc pour ceux qui écoutent le podcast, ils peuvent aller directement sur le site de l'ARCEP pour faire un don. Alors, on a une petite subtilité. Alors, il y a deux façons de faire des dons. Soit directement à la fondation ARCEP, qui va directement à la recherche médicale, mais aussi par le site Défi Sport Solidaire, qui permet de faire un don ciblé sur un des projets sportifs qui est hébergé. Donc, il y a la voile, il y a différents défis sportifs en vélo, course à pied, en sport collectif. Et donc là, ces sommes-là vont à la fois soutenir des projets sportifs pour qu'ils fassent un travail d'exemple de défis, soit par des non-patients ou des personnes atteintes de sclérose en plaques. Donc de cibler donc du coup le projet qu'ils veulent soutenir, mais aussi d'avoir une partie qui va être en cagnotte après pour la fondation et la recherche médicale. Voilà. C'est un projet sportif et solidaire. Parfait. Et donc, si on parle un peu du défi voile maintenant, parce que merci d'être venu chez Daphni. Là, ça fait 3 semaines que tu es rentré avec le bateau. À peu près, ouais. Un épisode de Route du Rhum avec beaucoup d'émotions pour toi en amont de la course. Parce que je crois que c'est quand même une course qui est très particulière pour toi. Tu as été Malouin, grandi en Guadeloupe. T'as à peu près l'âge de la course. T'as bien vu vérifié. À 15 jours près, j'ai l'âge de la route du Rhum. J'ai bénéficié d'un néologisme qui me définit comme malopéen, donc guadeloupéen de cœur et malouin d'adoption, parce que ça fait maintenant 12 ans que je vis dans le bassin malouin. Le projet est basé à Saint-Malo. Course, moi j'ai découverte sur l'arrivée de Florence Artaud en 90, qui a été un moment incroyable, un bateau de dingue, bateau magnifique, victoire d'une femme dans un univers mixte. C'est avec l'équitation, la voile, encore une particularité, c'est que c'est le seul sport où il n'y a pas de distinction de catégorie homme-femme. Donc très chouette message. En plus, quand on s'intéresse à l'histoire de Florence Artaud sur la route du Rhum, on dit mais ce qu'elle a fait, c'est juste dingue, en plus pour l'époque. Et là maintenant, voilà, j'ai vécu
La route du Rhum d'abord en tant que gamin émerveillé par ces bateaux-là à l'arrivée. Ensuite, j'ai vécu comme étant co-skipper, on va dire remplaçant de Victorien Russard quand il l'a fait en 2006. Mais j'étais juste sur la feuille d'inscription pour le remplacer au cas où. Ensuite de ça, je l'ai vécu en tant que commentateur. Au départ pour Yvan Bourgnon. Je l'ai vécu en tant que préparateur petite main pour des copains qui faisaient la route du Rhum. Ensuite de ça, je l'ai vécu en tant qu'exposant sur le village de la route du Rhum en 2010 parce que mon employeur était sponsor d'un bateau sur la route du Rhum et donc avait fait un stand sur le village. Et là, je me suis retrouvé du mauvais côté de la barrière. J'étais sur un stand en train d'animer, la fin de l'animation clientèle. Et alors qu'il y avait les bateaux en face, et en effet, 4 ans après, j'ai pris le départ de ma première route du Rhum en tant que participant, et où j'ai fait deuxième. Je réédite en 2018, je fais troisième. Et donc là, en 2022, j'étais parti pour faire mieux que les fois précédentes. Et je chavire au moment où je suis en tête. Donc, au niveau ascenseur émotionnel, il s'est quand même passé pas mal de choses. Mais autant il y a une déception énorme, il y a eu une frayeur, alors plus pour les gens qui étaient à terre, qui suivaient, que pour moi, qui vivais les choses plutôt bien, en y mettant quand même un peu de relatif là-dedans. Mais par contre, ça n'a pas altéré mon envie de continuer à faire de la course au large, à naviguer sur ces bateaux magiques et à me reprojeter sur la route du Rhum 2026. Je sais pas si tu as envie de rentrer dans le détail, mais peut-être pour nos auditeurs, quand un bateau chavire, c'est quoi les premières choses à faire? Ton cerveau, il se dit te sauver toi, te sauver ton bateau. Quelles sont les premières décisions que tu vas prendre? Alors, les premières décisions, elles sont liées au réflexe. C'est là où on voit la part instinctive qu'on s'est développée, enfin que l'on a même sans vraiment le savoir. Bon, il y a une position un peu acrobatique parce que donc sur un multicoque, la position de chavirage, à un moment donné, m'amène à être accroché à 10 mètres au-dessus de l'eau, avec des risques de tomber sur des éléments du bateau qui peuvent me blesser. Donc l'enjeu, c'est de ne pas se blesser, c'est de ne pas passer par-dessus bord, mais ça, c'était pas trop le sujet à ce moment-là. Et puis une fois qu'on est chaviré, trempé, pas blessé, c'est de se mettre en sécurité dans le bateau et de tout de suite avertir de sa situation. Donc on va chercher un téléphone satellite qui est dans un compartiment spécial du bateau d'urgence, qu'on appelle un bidon de survie, et donc avec un numéro qui est préenregistré dans le téléphone, donc il n'y a pas à chercher dans son annuaire, dans ce répertoire, le numéro à appeler, et se dire voilà, j'ai chaviré, tout va bien, je ne suis pas blessé, appeler mon équipe pour mettre en place un dispositif de récupération et à la base du bateau, et puis moi avec. Parce que comme j'étais pas en danger, voilà, il n'y avait pas raison de quitter le bateau, il n'y avait pas raison de détourner qui que ce soit pour me récupérer. Et donc là, on a pu bénéficier d'un système qui a été préorganisé par certains coureurs de la route du Rhum, avoir une assistance au cas où. Et une fois qu'on a versé cette situation, qu'on rassure sur notre intégrité physique et le fait qu'on ne soit pas en danger, que les opérations de récupération sont lancées, là c'est un peu la descente c'est dur. C'est dur parce que c'est une échéance qu'on travaille depuis 4 ans avec des vraies ambitions. On était au rendez-vous, j'étais en tête, très bien, le bateau pas cassé, moi je me sentais vraiment, vraiment bien. J'avais pas de pression à me mettre pour rattraper un éventuel retard sur des concurrents. Et donc un gros sentiment de gâchis, un gros sentiment aussi de déception et de gêne par rapport à toutes les personnes qui font que j'ai réussi à être au départ dans ces conditions-là. Donc forcément, il y a les proches qui doivent aussi gérer ma vie, on va dire, et mes contraintes et mes prises de risque, même si elles sont quand même plutôt considérées et gérées. Les partenaires qui ont quand même investi sur un projet avec une volonté de retomber. Les patients, pour qui on va créer une frustration sur le fait que ça aboutisse pas. L'équipe, essentiellement aussi, parce qu'elle a mis une énergie dingue, on va chercher des compétences, mais on va aussi chercher de la bienveillance, de l'engagement, un professionnalisme de dingue. Donc c'est dire, on a gâché leur travail. Et donc il y a ça, c'est le gros cocktail de déception et de gêne qu'on peut avoir vis-à-vis de toutes ces personnes-là.
Et ensuite, faut s'intéresser à l'après, à court, moyen et long terme. Le court terme, c'est organiser le redressage du bateau, préserver au maximum ce qui est sauvable à l'intérieur du bateau, notamment l'électronique, pour avoir des futures économies de postes après. Se reposer, s'alimenter, parce qu'on sait que ce qui arrive derrière, c'est un engagement physique et technique pour remettre le bateau à l'endroit. Et puis ça va être après se projeter sur qu'est-ce qui est cassé, qu'est-ce qui est sauvable et qu'est-ce que ça va coûter, quelle solution je mets en face pour remettre le bateau en route pour qu'il soit tout de suite prêt pour la saison qui suit en 2023. Et parce que voilà, on a des engagements, on a de la motivation, et puis ouais, on a des contrats à remplir aussi, quoi. Et parce que quand on dit on tombe de cheval, il faut tout de suite remonter pour pas se laisser avoir par la trouille. Faut vite rebondir. Mais voilà, on a des engagements et puis on a surtout une motivation à continuer à faire ce qu'on fait là. Et puis c'est par discussion après que j'ai avec d'autres personnes et qui font qu'on leur ait fait. C'est dédramatiser ce qui m'est arrivé. Je suis pas le premier à qui c'est arrivé. Je serai pas le dernier. On sait que c'est une activité à risque. Que mine de rien, sur les 100 000 milles qu'a parcouru le bateau déjà en moins de 5 ans, donc on est quasiment sur un équivalent de 3 tours du monde, il n'y a pas eu de fait majeur grave. Alors on aurait pu continuer comme ça, mais voilà, ça reste un accident qui a ses causes et derrière lequel il faut tirer un bilan et savoir en faire une expérience pour pas que ça arrive à nouveau. Tant à moi qu'aux autres. Et la bonne nouvelle, c'est que tu vas bien et que le bateau est de retour à Saint-Malo. La bonne nouvelle, oui, je vais bien. Là, il faut penser à se reposer un peu parce que là, on est le 9 janvier. Le départ à la Route du Rhum, c'était le 9 novembre, il y a 2 mois. Il y a eu un enchaînement de choses depuis qui était assez considérable, tant physiquement qu'émotionnellement. Donc là, il va falloir se reposer, ménager l'équipe, la consolider pour qu'on ait des perspectives de mise à l'eau les plus sereines possibles. C'est juste ça. Le moral est bon, pas de souci. Puis faut se reposer et puis se remettre un peu physiquement. Quels sont du coup les projets 2023 ? En 2023, donc, quand on me demande quelle est ma prochaine course, je suis déjà dedans. C'est la remise en route du bateau et puis le financement qui doit aller derrière. Mais on a un programme sportif réel qui est le Pro Sailing Tour pour sa 3e édition au mois de mai qui va démarrer en Méditerranée. Donc là, sur 4 épisodes, on va faire Méditerranée, Atlantique, Manche avec de l'international. On dévoilera les petits détails un peu plus tard. Très probablement aussi la Fastnet, qui est une course emblématique. Vraiment, c'est un peu nos 24 heures du Mans dans le monde de la voile, qui est très international, qui est un parcours mythique, historique, et qui réunit des bateaux extraordinaires. Et donc, on va faire ça au mois de juillet. Sur la partie sportive, ça va se finir avec la Transat Jacques Vabre, qui part le 29 octobre du Havre, direction Fort-de-France, mais en passant par des îles au large du Brésil. Et puis au milieu, on va y mettre notre programme, ce qu'on appelle d'hospitalité, d'expérience, et accueillir des patients, leur accompagnant, le monde de la sclérose en plaques avec les chercheurs, les neurologues, par exemple, mais aussi nos partenaires, avec qui on veut partager l'expérience du bateau, et tout en créant aussi de la mixité dans les embarquements avec ceux grâce à qui le projet est là, les financeurs, les partenaires, et ceux pour qui le projet existe, donc les patients et l'univers de la sclérose en plaques. Et que ces deux univers du projet n'en fassent qu'un et se rencontrent, et que ça crée du partage, de l'échange, et puis se partager des histoires et des expériences de vie. Ça fait déjà une demi-heure qu'on parle. Paul, tu as des questions qui te restent J'ai 10 000 questions, moi je vais en savoir plus, mais je pense que le mieux peut-être c'est pour les gens qui nous écoutent, qui veulent comme moi en savoir plus, comment on peut te suivre, comment on peut entendre parler du projet, comment on peut aider.
Alors, pour nous contacter, soit en effet, vous êtes fan sur fan de Daphne et ils seront plus que motivés à relayer les moyens de nous contacter. Non, après, on est sur les outils classiques réseaux sociaux, donc on a une page Facebook, Défi Sport Solidaire. J'ai ma page LinkedIn, que je ne sais jamais je me suis bien le prononcer, à mon nom Thibaut Vauchel. Donc ça, voilà, c'est les premiers moyens pour se rapprocher de nous et soit forcément rentrer dans l'aventure en tant que partenaire, mais aussi si le sujet sclérose en plaques vous touche particulièrement, voilà, c'est l'occasion d'échanger et te donner l'occasion de se rencontrer, voire même de naviguer sur le bateau. Donc welcome on board. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Motivation, sourire? Motivation, là, le sourire, je l'ai toujours. Hein, et ça, une fois de plus, c'est grâce au fait que je ne sois pas tout seul dans ce projet-là. Je serais tout seul, je serais noyé, écrasé par les difficultés que peuvent représenter la gestion de ces projets-là, mais en plus, ce que je me suis rajouté avec le chavirage. Non, ce qu'on peut nous souhaiter, voilà, c'est de continuer à réunir un maximum de partenaires, de motivation, d'énergie pour qu'on puisse démarrer une saison sportive dans les meilleures conditions possibles, ne pas y aller en mode dégradé. Le minimum syndical n'est pas l'objectif pour être à la mise à l'eau du bateau, c'est de se dire le bateau il repart performant et on va faire de la compétition avec des vraies ambitions. Et toujours, et bien sûr, y mettre de la partie solidarité. Et toujours travailler sur le sujet de la sclérose en plaques, accueillir, rencontrer des patients, les proches, et que tout le monde contribue à ce qu'à un moment donné, on retire la sclérose en plaques de la catégorie des maladies incurables et de la mettre dans les maladies qu'on peut soigner, traiter et guérir. C'est une belle réussite. C'est une belle réussite. C'est l'ambition. Alors, est-ce qu'on arrive en 2023 pour la partie recherche médicale? C'est un petit peu tôt. Mais en tout cas, si on ne donne pas les moyens d'y arriver là, on n'y arrivera pas. Donc, action. Action, go. On fait quelques questions de la fin, Paul? Ouais. Si je vais naviguer entre potes cet été, tu me conseilles d'aller où? En France? Alors, l'avantage, c'est que la navigation en elle-même, entre potes, elle peut se faire partout. Ce sera toujours un bon moment. Après, ça, c'est bien vrai. Voilà, moi, T'as pas des secret spots? Je les garde secrètes pour le coup. On veut je m'attendais à cette Mais bon, pour parler de Saint-Malo, aujourd'hui je suis, la côte est vraiment fantastique, les criques, les baies, les îles, les archipels, c'est juste dingue. Mais oui, venez à Saint-Malo, comme ça vous pourrez peut-être nous croiser. Ouais, bonne idée. Il faut prendre une carte juste dans la région si on veut naviguer. Et vérifier les horaires de marée. Ouais. Aussi. Si tu échoues malencontreusement sur une île déserte et que tu peux emmener une seule chose avec toi, ce serait quoi? Ce serait, je pense, alors à condition d'avoir de l'énergie, mais ce serait mes playlists musicales. Alors du coup, quel est ta musique du moment? Waouh, alors là, c'est... Non, c'était pas ça, mais c'est très bien aussi. La musique du moment, Ou ton artiste du moment? Voilà, là, je suis sur mes playlists surtout caribéennes. Parce que la caribéenne, pourquoi? Parce que c'est un mix de plein de musiques différentes, que ce soit le raga, ragaton, la salsa, merengue, calypso, zouk, bidinsa, il y a le dancehall. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent, mais bon, j'en parlais encore. Samedi, on a fêté l'anniversaire de ma fille entre grands. Et s'il y avait la machine à remonter le temps, j'irais dans les années 70 pour l'émergence de la funk et de la disco et claquer le pas de danse en pas de def et colper la tarte. Très bien, pour ton anniversaire, du coup, on fera une soirée à thème. et ton note, moi, c'était ta musique coupable. J'assume tout, moi. Si, je me suis amusé à chanter du Julien Clerc, encore samedi soir. Sacrée soirée. Tu le sais. Alors, on va pas aller jusqu'au bout, mais référence, c'est très très joli. C'est magnifique. Oui, c'est pas du tout coupable pour moi. Non. Bon, merci beaucoup Thibaut d'être venu jusqu'à nous
dans la capitale et bon retour en Bretagne. Et à bientôt à nos auditeurs. Merci beaucoup. N'hésitez pas à suivre Thibaut sur ses différentes pages. Si vous voulez, si c'est très abstrait Ocean 50, et ce que fait Thibaut, je vous invite à aller voir aussi sur Canal la série Ocean 50 qui montre bien toute la classe de bateaux et c'est magnifique comme image. Et vivement 2023, tous ces beaux défis encore à relever. Et puis voilà. Et comme disait l'autre, bon vent. Bon vent. Bon vent. Bon vent.